got something. Here, this make you all nostalgic? This is actually before my time. Right. It's a winner, though. We met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Jadis niche culturelle défrichée par une poignée de geeks et de nerds, la pop culture est désormais devenue le nouveau champ de bataille des grands conglomérats médiatiques et des plateformes de streaming en quête de retour sur investissement basé sur l'appétit insatiable des fans. Puisqu'il faut occuper le terrain et toucher un maximum d'audience, quoi de mieux que de déployer ses filets en s'accaparant les droits d'une œuvre phare pour la décliner sous forme d'adaptation, de prolongement, de préquel ou encore de spin-off dans tous les médiums existants, en mettant si possible à la barre de ces projets des gardiens du temple, parfois autoproclamés, censés assurer le respect du matériau d'origine. Dans ce panier de crabes, où les intérêts financiers priment bien souvent sur la qualité et l'intégrité artistique, il existe néanmoins quelques exceptions. Des œuvres iconiques qui sont parvenues à concilier reconnaissance du public et des critiques parce qu'elles ont réussi, vaille que vaille, à conserver ou à réinventer leur substantifique moelle à travers leurs multiples déclinaisons. Ce sont donc ces perles rares de la pop culture qu'Over the Pop se propose chaque mois de présenter et de discuter. Je suis Lionel et aujourd'hui je suis avec Clovis et Pierre-Jean pour parler de The Last of Us. Bonjour messieurs. Voilà. Bien bonjour. The Last of Us, c'est d'abord un diptyque de jeux vidéo qui a donné lieu à une adaptation sous la forme d'une série dont la 3e saison, qui a été annoncée pour 2027, devrait être la dernière, à moins que d'ici là, le studio Naughty Dog accouche d'un nouvel opus vidéoludique qui serait a priori dans les tuyaux. Donc ce que j'avais envie avant de se lancer dans la présentation du bestiau, c'était qu'on fasse un petit tour de table pour que chacun explique, alors en 3 mots, ce que c'est pour lui The Last of Us. Qui commence ? Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est quoi The Last of Us pour moi ? C'est une œuvre culte du jeu vidéo au même titre que Metal Gear, Mario et consorts, quoi. Ça a changé un peu la vision du jeu vidéo, enfin une manière de voir le jeu vidéo. Voilà. Ok. Et toi, Clovis ? Du coup, moi, The Last of Us, je savais que c'était effectivement un très bon jeu vidéo, acclamé par la critique, etc. Mais j'y ai jamais joué parce que c'est sur console et je ne joue pas sur console. Même si maintenant il est sorti sur PC, donc peut-être que je finirai par le faire. Mais sinon, du coup, pour moi, c'est juste une très bonne série de zombies post-apocalyptiques, même si là, ils sont un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Et ma foi, voilà, j'ai très bien apprécié la série sans avoir joué au jeu. Ok. Et pour moi, j'avais essayé de faire le jeu il y a quelques années, sauf que bon, je suis pas un fan des jeux d'infiltration, j'ai pas énormément de patience pour ça, donc ça m'avait coupé. Et de voir la série qui m'a bien plu, même s'il y a des choses qu'on pourra critiquer, ça m'a donné envie de faire les jeux et à partir de là, d'essayer d'approfondir ma connaissance de cet univers. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. On va commencer par présenter le jeu, et donc du coup c'est toi Pêche qui t'y colle. Ouais, alors moi, en termes de jeu, Naughty Dog, je l'ai connu vraiment moi avec Crash Bandicoot, je sais pas si moi, ça je vous sais parle. Que ça existe. Mais vous avez jamais joué ? Non. Ni à Jack and Dexter. Jack and Dexter, voilà. Et après, il y a eu les licences Uncharted. Et c'est à partir de Uncharted 2, donc c'est en 2009, que là, franchement, ils sont au sommet avec du coup cette espèce de monstre qui sort, Uncharted 2. Tu as joué ? Alors non, j'ai pas encore. Non, j'ai joué au premier. En fait, justement, le fait d'avoir joué à The Last of Us, ça m'a donné envie de tester le Uncharted pour voir les liens qu'il y avait. Ouais. J'ai fait le premier que j'ai trouvé fun. Je me ferai les autres parce que franchement. Après le premier, voilà. Je crois qu'il y a eu ils l'ont refait. Il y a eu oui, c'est ça. C'est la version Bluepoint. J'ai acheté la version Bluepoint et même d'avoir vu le premier qui au niveau scénar, je sais qu'il est pas aussi abouti que le 2. On voit ce que The Last of Us doit à Uncharted. Ouais. Mais en fait, le 2 est un énorme succès. Et le studio, là, il va se scinder en 2 équipes. Il y en a une qui va partir pour faire le Uncharted 3. Et il y en a une autre qui va faire, a priori, un nouveau Jack and Dexter, mais c'est vite abandonné parce qu'ils veulent faire un truc plus mature et adulte qui va devenir Last of Us.
Et du coup, aux commandes, on a deux personnes. Voilà. Il y a plein d'autres mondes derrière, mais il y a deux profils qui ressortent. Il y a Bruce Straley qui va, lui, se concentrer vraiment sur le gameplay, donc les mécaniques de jeu. Et Neil Druckmann qui, lui, est plus concentré sur ce qui est le récit et l'histoire. Il parle de cette question, et si le jeu vidéo pouvait se raconter comme jamais auparavant. Et en fait, il tombe sur un documentaire de la BBC, où en fait, il voit une fourmi infectée par un champignon, le cordyceps, qui prend possession de son corps. Alors, petite parenthèse, c'est juste pour toi Clovis, mais ce fameux documentaire de la BBC, il est narré par David Attenborough. Tu es un grand fan. Spores from a parasitic fungus called cordyceps have infiltrated their bodies and their minds. Et du coup, ce cordyceps qui prend la possession du corps de la fourmi, Neil Druckmann, il dit pourquoi pas partir de cette vision et l'imaginer à l'humanité. Et à partir de là, il va essayer de créer une histoire en essayant de s'éloigner des clichés de zombies classiques et de sortir en fait de ces classiques comme il va s'inspirer de Je suis une légende, La Route, Les Fils de l'Homme ou encore 28 jours plus tard. Mais il va se concentrer plus sur la relation entre deux individus que sur l'apocalypse et la fin du monde. Le duo qui va être formé par Joël et Ellie. Joël qui est un adulte brisé et Ellie une adolescente porteuse d'un secret. La plupart du temps en fait dans les jeux vidéo on va construire les niveaux ou le gameplay, donc genre les mécaniques comme un machin, et après construire l'histoire autour de ces mécaniques de jeu. Et là Neil Druckmann lui veut construire d'abord l'histoire, que tout soit ficelé de A à Z, et après faire les mécaniques à l'intérieur du jeu. Et du coup, le prologue, il montre la mort de Sarah, la fille de Joël. Et en fait, on est plongé 20 ans plus tard, où Joël escorte Ellie, qui est en fait immunisée contre l'infection. On est d'accord qu'on spoil, on spoil tout. Voilà. De toute façon, c'est dit rapidement, en vrai, qu'elle est immunisée. Bon, c'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine, avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, Tess. Et que, quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Je t'emmerde, j'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici? Et si c'était vrai? J'arrive pas. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? Et tous les deux traversent du coup l'Amérique dévastée. Et voilà, on va se plonger dans vraiment cette relation au fur et à mesure des niveaux. Et voilà. Et alors, je pense que ça avait été déjà plus ou moins fait, mais le fait qu'ils filment les acteurs, comme au cinéma, grâce à la motion capture, on a Troy Baker qui incarne Joël, Ashley Johnson qui incarne Ellie. On a la musique, Gustavo Santaolalla. Petit mot dessus ou j'avais fait mon épisode de Soundtrip où j'étais plutôt... J'avais pas été très tendre. L'épisode de Soundtrip. Voilà, c'est ça. Mais finalement, on parlera pas plus que ça. Non, mais en y revenant, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu dur. Alors, c'est vrai que la musique, que ça soit pour le 1, le 2, que ça soit les jeux ou la série, elles sont vachement proches, puisque c'est le même compositeur. C'est ça, il y a ce côté un peu musique brinque-ballante de Santaolalla et Olaya. Et il est aidé aussi par, alors j'ai plus son nom, mais ils sont à deux à bosser dessus à partir de The Last of Us 2, et l'autre s'occupe plus du côté ambiance, scène de poursuite, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien dans le jeu, ou dans la série, mais c'est plus compliqué à écouter. Ça fait partie un peu de ces musiques comme on a à l'heure actuelle. McKay, voilà. Mais finalement, elle est quand même plus intéressante que ce que j'avais pu dire à l'époque. Voilà. Fermons la parenthèse sur la musique. Le jeu il sort en 2013, c'est un succès qui est immédiat, et donc il y a eu la sortie sur PlayStation 3, après ils ont fait le remake, le remaster sur PS4 et le remake sur PS5, et ce qui fait à peu près un total de 22 millions d'exemplaires écoulés pour The Last of Us, voilà, qui est après devenu une référence.
Après, ils ont sorti la partie 2, mais ça, c'est une autre histoire. Ok. Moi, j'avais envie de faire juste un petit focus sur, alors d'abord, les comics. The Last of Us American Dreams, édité en volume par Dark Horse, d'avril à juillet 2013. Alors, pour l'anecdote, Druckmann a envisagé un temps d'exploiter l'histoire, qui servira de base à The Last of Us, sous la forme d'une BD, The Turning, dans laquelle un criminel qui a perdu son enfant et qui souffre d'un problème cardiaque, comme Artigan dans Sin City de Frank Miller, doit protéger une jeune fille dans un univers de zombies. Mais le projet tombe à l'eau à cause du refus des éditeurs. Alors la publication d'American Dreams débute 2 mois avant la sortie du jeu. Le scénario est signé par Neil Druckmann et le dessin par Faith Erin Hicks, une artiste canadienne dont le style cartoon tranche avec l'approche visuelle réaliste du jeu, mais fonctionne très bien dans le cadre de cette histoire d'ado rebelle. Pour son travail, Faith Erin Hicks n'a pas eu accès au jeu complet, mais Neil Druckmann lui a fourni des cinématiques, des concept art et le script complet, ce qui a fait d'elle l'une des premières personnes, en dehors du studio, à connaître la fin du jeu. American Dreams a donc été conçu comme une préquelle au jeu, offrant une occasion d'approfondir l'univers et de dépeindre le quotidien et le passé des personnages que le public ne connaissait pas encore. Je vous donne un petit résumé pour que vous fassiez une idée de la chose. Donc l'histoire débute lorsque Ellie arrive dans la zone de quarantaine de Boston et y rencontre Riley, une adolescente rebelle qui l'entraîne à faire le mur. Ensemble, elles explorent un centre commercial abandonné, croisent Winston, un vieil ami de Riley, et finissent par se retrouver mêlés à une opération de la Fedra contre les Lucioles. En cherchant à aider les Lucioles, Ellie et Riley échappent de peu à désinfecter avant d'être capturés par les Lucioles. Leur chef, Marlène, qui connaissait la mère d'Ellie, lui révèle qu'elle s'appelait Anna et lui confie son couteau ainsi qu'une lettre. Cette rencontre bouleverse Ellie qui se sent piégée entre la Fedra, les Lucioles et son désir de liberté. L'idée de continuer sur l'histoire initiée par American Dreams en développant la relation entre Ellie et Riley a servi de base au contenu téléchargeable Left Behind et dans la série HBO, certaines idées d'American Dreams ont été utilisées dans l'épisode 7, abandonné en VO Left Behind. On en vient donc maintenant à The Last of Us Left Behind qui est sorti le 14 février 2014, un détail symbolique puisqu'il s'agit de la Saint-Valentin qui reflète les thèmes d'amour et de perte explorés par ce DLC. Left Behind s'intègre dans le scénario principal de The Last of Us entre le moment où Joel est grièvement blessé à l'université d'Eastern Colorado, qui marque la fin du chapitre automne, et le début du chapitre hiver, où le joueur prend pour la première fois le contrôle d'Ellie. Il mélange 2 intrigues qui se déroulent principalement dans des centres commerciaux abandonnés. Une au présent, dans laquelle Ellie cherche des médicaments pour soigner Joel, et l'autre en flashback, qui est un prolongement de l'intrigue racontée dans les comics American Dreams, et qui nous permettent de vivre la dernière soirée d'Ellie et Riley avant que celle-ci ne quitte Boston avec les Lucioles. Ils m'ont demandé de partir. Partir d'où? De Boston. Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. Je leur ai bien dit que je voulais rester ici. Mais tu sais comment est Marlène. Rien n'est simple avec elle. Elle veut me tester. Ils viennent me chercher demain. La narration du DLC vise à créer une expérience émotionnelle parallèle pour le joueur et les personnages que Naughty Dog reprendra dans The Last of Us Part 2. Il souligne également la peur d'Ellie de se retrouver seule, abandonnée, un élément primordial pour comprendre sa psyché tout au long de la saga. Left Behind a été une opportunité pour Naughty Dog de tester de nouvelles mécaniques et méthodes de narration qui n'auraient pas pu être intégrées dans le jeu complet. Il contient d'importantes sections sans combat, se concentrant sur l'exploration et la connexion des personnages et une utilisation de la manette dans un cadre purement ludique. Tous ces éléments sont des jalons qu'on retrouvera dans The Last of Us Part 2. L'autre innovation majeure a été la possibilité de faire s'affronter les infectés et les humains simultanément, une fonctionnalité que les développeurs n'avaient pas pu implémenter dans le jeu original par manque de temps et de ressources techniques. Left Behind est considéré comme un chaînon manquant qui a directement influencé la structure narrative et les innovations de gameplay des futurs titres de Naughty Dog, notamment Uncharted 4 et The Last of Us Part 2. La structure narrative bicéphale du DLC, combinant différentes temporalités ou points de vue, est devenue une caractéristique majeure des productions suivantes du studio. C'est vrai que là, pour le coup, à chaque fois maintenant que je me refais un Last of Us, je l'intègre directement dans la timeline. Voilà, maintenant, comme dans la série. Voilà, de toute façon, maintenant, il fait partie. S'il fait partie intégrante de l'histoire, c'est un peu obligé, quoi. Bon, ouais, du coup, maintenant, on peut passer à la série HBO.
Et la série The Last of Us saison 1, sortie sur HBO en 2023, donc 10 ans après le jeu, c'est ça? Vu que tu t'avais dit, Pej, qu'il était sorti en 2013. C'est ça. Le jeu. Ouais. Donc adapté directement par Nate Druckmann, le créateur du jeu, et Craig Mazin, le créateur de Tchernobyl, la série, pas l'incident nucléaire. Oui, c'est ça. Qui nous plonge dans un univers où la survie ne laisse pas beaucoup de place à l'espoir. Ce qui a fait la force de cette série, c'est qu'elle a su respecter le jeu, tout en proposant quand même de nouvelles choses, mais qui rentraient tellement bien dans la philosophie du jeu que ça marchait très bien. Par exemple, dans l'épisode 3, qui est un exemple très marquant, centré sur Bill et Frank, deux survivants, qui apparemment ne se passe pas du tout comme ça dans le jeu, et qui là, pour le coup, a été fortement plébiscité comme étant l'un des épisodes les plus touchants du jeu. De la série, pardon. Bah, c'est clairement en fait une manière de s'appuyer sur quelque chose qui était en filigrane dans le jeu, parce que dans le jeu en fait il y a bien Bill, mais qui est juste un survivaliste un peu bourru, et tu comprends entre les messages que tu trouves dans le jeu et ce qui te sous-entend qu'il était avec un gars qui s'appelait Frank. Donc il s'est jamais dit qu'ils étaient gays, mais tu le comprends. Et en fait Frank le supportait plus, il s'est barré, et à un moment en fait tu trouves, et d'ailleurs Bill le voit aussi, il voit Frank qui s'est pendu dans sa maison parce qu'il a été infecté, et puis mais il laisse un message à Bill qui est assez haineux quoi. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. C'est Mazin qui a eu cette idée-là de vraiment développer ça sur tout un épisode. Druckmann, a priori, était pas trop chaud au début. Il dit, mais ça va vraiment marcher. Et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment une des innovations qu'ils ont faites qui, moi, je trouve, est excellente, quoi. Alors, justement, c'est genre l'épisode où, en fait, t'as l'épisode 1 qui est le copier-coller du jeu, et le 3 qui est quasiment un truc qui n'a rien à, enfin, qui se base sur le lore et qui fait, qui part sur autre chose. Et voilà, la série, moi, je trouve qu'elle a, ça exploite pas totalement à fond son parti pris. Elle donne un peu aux deux, si tu veux, aux joueurs et en même temps qui regardent la série pour la première fois. Justement, moi j'ai pas besoin qui me parle, j'ai déjà joué au jeu. Du coup, sur la série, visuellement, elle est impressionnante. Il y a beaucoup de clins d'œil apparemment au jeu. Tu parles au niveau visuel ? Oui. Bah, ils ont essayé en fait, de rendre justice à l'esthétique. De la ruine avec la végétation qui commence. Voilà, la nature qui reprend ses droits. C'est ça. C'est quand même, enfin, je veux dire, les décors, etc. Et en même temps. Il y a de la tunasse. Hein, voilà, c'est ce que j'allais dire. HBO n'y est pas allé de main morte, hein, et ils ont sorti les enveloppes de billets. Et puis il y a Pedro Pascal. Et Pedro Pascal, effectivement, dans le rôle de Joël, et Bella Ramsey dans le rôle de Ellie, qui sont tous les deux des acteurs qui ont joué dans Game of Thrones. Absolument. Même s'ils n'ont pas joué réellement ensemble dans Game of Thrones. Non. Bon, voilà quoi. Après, on peut aussi dire qu'au niveau des acteurs, il y a quand même des caméos, parce qu'on parlait de Troy Baker qui joue Joel, donc qui n'a pas pu jouer Joel dans la série parce qu'il est trop jeune. C'est lui qui fait James, donc c'est ça, il me semble que c'est James, le bras droit de David, qui est le chef des cannibales. Ah oui. Voilà. Et par contre, Ashley Johnson, qui fait Ellie, joue Anna, ce qui est un flashback qui n'est pas dans le jeu, où on voit la naissance d'Ellie. Alors ça, cette scène-là, elle aurait pu être... le fait qu'on comprenne vraiment pourquoi Ellie elle est immunisée, c'est ce qu'il fallait vraiment le montrer, mais je trouve ça bien que ça soit l'actrice qui double Ellie qui joue sa mère dans la série. I want you to take her with you to Boston. Find someone to bring her up and make sure that she's safe. I can't do that. And I want you to give her this. Her name is Ellie. Du coup, oui, la saison 1, donc sans trop spoiler. Si, on s'en fout. Mais en gros, ça se termine sur une décision assez lourde. Spoil. Sur une décision assez lourde quand même, et qui est moralement ambiguë, et du coup qui soulève une question essentielle et qui, je pense, est quand même un peu la grosse question qui traverse toute la série et donc a fortiori le jeu, qui est en fait une odyssée émotionnelle, on va dire, plus qu'une survie de zombies, qui est jusqu'où on est prêt à aller pour protéger ceux qu'on aime, quoi. C'est ça. Bah, de toute façon, c'est la même question qui se pose à la fin du jeu. La différence entre la série et le jeu, forcément, c'est que le jeu te fait jouer Joël dans cette scène-là, et du coup,
Alors moi, je trouve, enfin, on pourra en parler dans la discussion, mais je trouve qu'à ce niveau-là, ce choix qu'ils ont fait là par rapport à ce que fait Joël fonctionne mieux que certains choix qu'ils ont pu faire dans le 2. Mais on pourra en parler sur le fait de t'impliquer en tant que joueur dans un acte qui soit moralement, problématique, on va dire. Ouais. Retirez-lui tout ça. Comment êtes-vous entré? J'ai dit retirez-lui tout ça. Je ne vous laisserai pas l'emmener. Allez. Croyez-vous! Donc voilà, avec cette première saison, The Last of Us réussit l'exploit d'être à la fois une grande adaptation, une bonne adaptation en série, et une série à part entière qui parle de l'humanité, de l'amour, du deuil et de tout ce qu'il reste quand le monde s'écroule. Donc que vous ayez joué au jeu ou pas, moi je recommande. En plus, l'idée de Druckmann, c'était aussi de se dire qu'il y avait peut-être des gens qui n'avaient jamais joué au jeu et que ça pouvait être une porte d'entrée. Oui. En l'occurrence, pour moi, ça a été ce le qui cas. sera le cas aussi. Je vais finir par l'acheter. Voilà. Maintenant qu'il est sur PC. Donc là, le but de la discussion, c'est essayer de voir un peu entre nous dans quelle mesure on trouve qu'effectivement The Last of Us, donc là en l'occurrence le premier jeu et la première saison, qu'est-ce qui nous permet de dire ou pas que voilà, on trouve que il est légitime à ce niveau-là, et qu'est-ce qui fait qu'il est légitime comme une œuvre emblématique de la pop culture. Tu parles du jeu ou les deux en fait. À la base le jeu. Faut réunir les deux là. Les jeux, il faut pas forcément les réunir. En tout cas, je vais pas réunir les deux. Non mais justement, tu peux très bien. Moi, en l'occurrence, je pense que la série est bien, mais elle n'est bien que parce que elle s'appuie sur un jeu qui est exceptionnel et que sans doute Druckmann est derrière et qui maîtrise son sujet et qu'il a réussi une transposition qui tient la route, quoi. Mais je pense pas que la série amène un plus par rapport au jeu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une très bonne série de zombies qui tombe pas forcément dans les écueils. Ce sont des infectés. Si tu veux, des infectés. Qui tombent pas forcément dans les écueils habituels qu'on peut avoir. Donc, qui est un peu mieux écrite, travaillée, avec des personnages plus développés. Et c'est pour ça que ça en fait une bonne série. Maintenant, ça reste une série quand même de gens qui survivent dans un monde post-apocalyptique avec des infectés. Oui. Donc, ça réinvente pas quoi que ce soit. Alors que le jeu avait l'air d'être beaucoup plus novateur. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le sens où je trouve qu'ils ont le cul entre deux chaises et ils savent pas à qui s'adresser. En même temps, il faut s'adresser aux joueurs et en même temps, il faut s'adresser à un nouveau public. Je trouve que en faisant ça, tu perds un peu des deux parce que du coup, tu t'attardes dans l'épisode 3 qui est excellent, j'ai adoré. Tu t'attardes sur un personnage qui est c'est juste une feuille dans un jeu, tu crées tout un espèce de lore et tu développes ça en faisant un truc admirable. Mais le jeu, c'est la relation entre Joël et Ellie, et tu n'as pas ça, tu ne ressens pas autant l'empreinte qu'ils ont réussi à mettre dans cet épisode 3 que dans le fil qu'il y a dans la série entre Joël et Ellie, alors que dans le jeu, c'est vraiment Joël et Ellie. C'est à fond vraiment sur les deux personnages. En plus, ils y arrivent, hein, donc c'est preuve en est c'est un reproche qui a été fait. C'est le problème que justement, comme il y a cet épisode-là avec Bill et Frank, comme il y a l'épisode Left Behind, il y a souvent en fait des pauses dans la narration qui fait, et comme il n'y a pas énormément d'épisodes, ça laisse pas beaucoup de temps aux spectateurs de pouvoir vraiment sentir que Ellie et Joël ils font un voyage long, périlleux. Alors tu le sens, mais il y a un côté un peu rushé. Ça sera encore plus rushé dans la suite. Last of Us, en termes de jeu, pour y jouer, vous y mettez 15 heures à peu près, en comptant 5h30 de cinématique. Pour la série, c'est 8. Oui, du coup, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, pour le jeu, ça fait peu, ça fait quasiment la moitié, et pour les cinématiques, oui, ok, mais il en manque. Ouais, et sans compter le DLC, j'ai pas compté le DLC. Le DLC, comme je dis, 2 heures, donc ça fait... en allant le DLC en 1h45 ou à 2h, il est fait en prenant son temps. Hein. Oui, donc vraiment, en fait, c'est la relation entre Joël et Ellie qui empathie, je veux dire, par rapport à celle qui est décrite dans le jeu. Mais moi, du coup, ce que je trouve, c'est qu'on a beaucoup plus du reste du monde à côté de ça. Il y a beaucoup plus d'expériences qui leur arrivent.
On découvre beaucoup plus de choses. Enfin, après, encore une fois, je sais pas ce qui est raconté dans le jeu, mais entre les cannibales, ça c'est dans le jeu, mais par contre, là où c'est intéressant, ce que tu dis, c'est quand tu parles du reste du monde, ce que la série elle apporte, qui n'est pas dans le jeu et que je trouve qui est intéressant, c'est justement d'ouvrir même sur, donc la série s'ouvre sur ce talk show des années 60 où ils prédisent le fait qu'il pourrait y avoir, c'est Jonathan là qui fait le scientifique un peu genre Cassandre là, et en plus il y a cette scène qui se passe en Indonésie où on voit le patient zéro, alors que dans le jeu on ne saura pas. Alors il y a des rumeurs comme quoi ça aurait commencé au Mexique et que ça serait venu par l'Amérique du Sud et voilà, mais on n'en sait pas plus quoi, c'est beaucoup plus resserré. Et ça, c'est vrai que ça donne aussi cette impression de, voilà, le monde entier. On a un peu conscience que de ce côté planétaire de la pandémie, alors que dans le jeu, c'est beaucoup plus resserré. Mais moi, j'aimerais pas, parce que là, en fait, on est en train de casser, ou de souligner les choses qui peuvent être problématiques ou pas, ou qui peuvent fonctionner dans la série. Mais j'aimerais bien quand même qu'on revienne au jeu aussi. Donc toi, parce que je sais que t'es un pêche, vu que t'es un fan du jeu, qu'à la base t'as fait le jeu et t'as découvert la série après. Pour toi, et je sais que tu rejoues régulièrement, que souvent, tu te fais les trucs où tu mets pas les possibilités d'écouter, les infecter pour essayer de les repérer. Je mets pas ça. Donc qu'est-ce qui toi en fait te branche qu'est-ce qui toi te branche dans The Last of Us 1, le premier jeu, en tant que joueur? Alors en tant que joueur, c'est on n'est pas dans un jeu où on va sauter sur des plateformes à la Mario ou un truc à la Sonic où ça va à 2000 à l'heure ou des trucs comme ça. Là, on est vraiment dans une nouvelle vision de voir le jeu où c'est vraiment toute une narration. Après, oui, ok, on fait du shoot et on tue des infectés, il y a de l'infiltration. J'aime bien l'infiltration. Non, mais j'aime bien les Metal Gear, tout ce qui a été Hitman, ou encore les Splinter Cell. C'est ma cam. Donc tout ça, ça me va. Mais c'est l'histoire en fait. L'histoire où tu joues ce personnage qui à un moment donné perd sa fille et va au final retrouver goût à la vie avec cette petite qui va plus ou moins éduquer en fait et qui va prendre sous son aile et au fur et à mesure lui donner des tips sur la vie, des trucs et la protéger, l'aider à avancer tel un père. Et c'est ça en fait. Et comme c'est ficelé, tu as vraiment ce truc parce que oui, Neil Druckmann à ce moment-là il perd aussi quand il fait le jeu et il met à fond en fait d'affect. Et c'est putain de bien ficelé à ce niveau-là. Et tout ce qui est émotionnel. On joue des séquences comme tu dis. Et à la fin en fait, on va jouer la séquence où on va arriver et être à la place de Joël et pointer notre flingue sur un médecin qui a la possibilité de faire le vaccin, il faut le buter. Mais en plus c'est ça, c'est que le jeu t'oblige ne pas, là pour le coup tu n'as pas le choix. Ouais. Sinon c'est toi qui a priori tu te fais tuer par les autres si tu ne tues pas. Tu es obligé de le tuer. C'est ça. Tu es obligé de le tuer pour sauver Ellie. Bref. Voilà, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'au niveau de la narration, en fait, le récit, ça fait vraiment la force parce que c'est tellement bien écrit, c'est bien interprété. Et pour le coup, je suis pas du tout fan de jeux d'infiltration, vous avez compris. Ça va, j'arrive à supporter ce qu'il y a dedans parce que c'est pas non plus le faire en mode un peu bourrin. Oui, voilà, tu peux aussi le faire en mode bourrin. Mais et ce qui me gênait quand même un peu dans le jeu, c'est ce côté Uncharted qui était encore vachement souligné. Les phases où vraiment il y a des moments tu rentres dans des zones, c'est marqué arène avec des néons dessus, tu vois la disposition même dans une rue, des voitures, tu sens que c'est les trucs sont faits pour te planquer. Bon alors à quel moment ça va déclencher l'arrivée soit des infectés, soit des forces. On ressent encore il y a ce côté très mécanique et alors ça ne dilue pas autant la narration, je trouve, que dans le 2, et là on en parlera tout à l'heure, où je trouve que ces phases-là, par moments, elles sont tellement étirées que ça finit par nuire par moments à la narration. Alors que dans le premier, finalement tu disais que 20 heures, c'est ça à peu près pour finir 15 heures. Voilà, 15 heures. C'est quand même vachement ramassé pour un jeu et c'est suffisant quoi. Et donc dans le cadre du premier, je trouve que c'est parfait. Et pour moi, le premier, quand on parlait du fait que ça soit une pierre marquante de la pop culture, c'est vraiment cette capacité à te proposer une histoire où t'as pas cette impression, alors que c'est des reproches qui peuvent être faits à Naughty Dog parfois de regarder un film avec quelques moments où t'as des interactions. Là, t'as vraiment l'impression de jouer
dans un film en fait. Mais un film pour le coup intimiste, un peu à la frère Cohen, d'ailleurs qui est une des références, même ce qui a donné le prénom de Joel. De la même manière que dans Uncharted, t'avais l'impression de jouer un personnage de film d'action, mais du coup il y a le côté décérébré qui va avec, alors que là il y a ce côté vachement plus introspectif, et je trouve que c'est ultra maîtrisé. Il y a très peu de jeux qui, même à l'heure actuelle, arrivent à atteindre ce degré de qualité d'écriture, quoi. Ah oui, en termes de récit, il y en a quasiment pas. J'en ai cherché, j'en trouve pas. Quand je joue vraiment très lentement, je ne cours pas. Je prends le temps d'apprécier les décors, l'ambiance, la musique. Je joue avec la caméra plus que je joue au jeu. Et donc toi, Clovis, qui n'a pas joué au jeu, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que tu connais de la série? Donc est-ce que tu as l'impression quand même de retrouver un peu ça dans la série? Donc ce côté vraiment qualité d'écriture, la qualité aussi d'écriture des personnages, la qualité des dialogues, ou tu as quand même l'impression que la série, elle reste quand même plus dans les standards de série, et que le jeu, possiblement, il est quand même plus intéressant? Je pense qu'effectivement le jeu fait partie des jeux qui se démarquent, contrairement à la série qui sera peut-être oubliée d'ici quelques années. Mais quand même, c'est vrai que oui, dans la série, je trouve que effectivement les dialogues marchent très bien. Et puis de ce que j'ai compris, a priori, il y en avait certains qui étaient repris mot pour mot depuis le jeu. Donc du coup, ça n'a rien d'étonnant. Non, mais oui, tout marche très bien. La narration, le voyage. Les décors, etc. La relation entre les deux personnages, même si elle est moins développée que dans le jeu. Moi, franchement, sur la saison 1, j'ai pas grand chose à redire dessus. Hein. Pour moi, elle est impec. Bon. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est quoi? Alors, c'est que les gens qui ne connaissent pas The Last of Us peuvent regarder la série et jouer au jeu, ou il faudrait qu'ils se lancent d'abord sur. Dans quel ordre ce serait mieux? Ah ouais, mais ça c'est toujours le dilemme entre si t'as pas envie de te lu faire le livre spoiler, et est-ce que tu c'est ça, est-ce que tu veux pas te faire spoiler? Non, mais les deux en fait c'est bien parce qu'ils se complètent, je trouve. Quelque part, il y a pas ce côté, t'as pas simplement une impression de redite en voyant la série, comme on disait par exemple avec l'exemple de Bill et Frank, mais en fait il y a plein de petites choses en fait comme ça où ils jouent sur des petits détails qui fait que c'est pas exactement la même chose. Donc les deux se complètent bien et méritent largement qu'on les découvre ou qu'on les redécouvre. Si vous êtes vraiment amateur de jeux et de séries, foncez sur le jeu. À la limite, faites le jeu, puis regardez la série, puis refaites le jeu. Voilà, c'est ça. Et après, regardez la série. Non, après, passez à la saison 2. Bon, allez, ça sera le mot de la fin. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un épisode plus compliqué, le fameux Last of Us Part 2. Et donc la saison 2. Et la saison 2. Ça fait pas de fake. J'ai cru que ça faisait un fake. C'est violent. Et petite anecdote sur le générique, c'est la même entreprise qui s'est occupée de faire le générique de Game of Thrones que celui de The Last of Us. Donc tout est lié. Tout est lié, ouais.